Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Balade organisée, une émission proposée par le magazine en ligne thema.archi à suivre en direct sur Instagram. Nous vous faisons découvrir des expositions partout en France dans des lieux remarquables et ce soir nous sommes à Dunkerque, plus précisément au FRAC Grand Large Hauts-de-France, FRAC pour Fonds régional d'art contemporain, pour découvrir l'exposition mobile consacrée à l'architecte Yona Friedman, actuellement présentée dans ces espaces. Pour vous qui nous suivez en direct, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions et vos commentaires. Je me charge de les transmettre à la personne qui nous fait visiter l'exposition ce soir, la directrice des lieux, Madame Keren Déton, que je vais rejoindre tout de suite. Mais avant, je vais mettre mon masque. Hop là. Bonsoir Keren. Bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup de nous recevoir dans ces espaces. Donc, ici, nous sommes dans la première partie de l'exposition consacrée à Yona Friedman. Yona Friedman, un architecte finalement plutôt connu pour ses théories, ses réflexions, ses utopies réalisables plus que pour ses réalisations en tant que telles. Est-ce que vous pouvez peut-être replacer un petit peu Yona Friedman en tant qu'architecte? Pourquoi est-il connu? Voilà, expliquez-nous un petit peu qui est-il finalement. Yona Friedman est né en 1923 et en fait je vais vous parler de l'origine de cette exposition. Bien sûr. Évidemment, c'est important Yona Friedman et c'est un sens tout particulier ici à Dunkerque dans le bâtiment où on se trouve, qui est une architecture contemporaine également des architectes Lacaton et Vassal. Et l'exposition est née en fait d'un dépôt d'œuvres qui appartiennent au CNEAI et qui nous ont été mises en dépôt en 2019, peu avant la disparition de Yona Friedman. Et c'est un architecte, mais beaucoup plus que cela, c'est un penseur, un sociologue, un humaniste qui s'intéressait aux sciences et qui, en tant qu'architecte, a réalisé certains bâtiments, mais comme un lycée à Angers, le lycée Bergson, en s'appuyant sur des principes qu'il a diffusés sous des formes littéraires et plastiques très diversifiées, très variées, et puis des formes plastiques également, de sculptures, de maquettes, dont on voit ici des exemples. Oui, justement. Alors ici, on a 25 maquettes présentées, il me semble. Donc des maquettes qui nous permettent de comprendre un petit peu les principes constructifs et puis les concepts qu'il a pu développer tout au long de sa vie. Et d'ailleurs, peut-être un mot sur cette scénographie assez incroyable aussi qui est à l'image peut-être de ce qu'il a souhaité transmettre tout au long de sa vie. Effectivement, l'exposition s'appuie donc sur un ensemble de maquettes, de collages, de dessins, mais on n'a pas souhaité faire une exposition muséale, rétrospective, historique, chronologique. On a voulu rendre sensible l'esprit d'improvisation qui était important dans le processus de création, dans la conception même de ces maquettes architecturales. Et donc, on a réalisé une scénographie qui s'appuie sur des scénographies imaginées par Yona Friedman, mais évidemment, dans le principe étant l'improvisation, l'irrégularité, c'est à chacun ensuite de s'emparer de ces méthodes. Et donc, on a ici, en guise de socle, des structures qui forment des formes un peu tubulaires, lamellaires, qui créent une déambulation assez organique entre ces différentes maquettes. Et puis au-dessus de nous, ce sont des formes inspirées donc de Moebius, de ces anneaux de Moebius, et qui mettent en avant un principe d'aléatoire et d'irrégularité qu'il prônait, puisque il mettait en avant cette idée d'un urbanisme et puis de construction non planifiée et donc avec cette possibilité de travailler les matériaux directement, des matériaux comme ici le carton. Et justement, alors là, on a en l'occurrence des maquettes en forme de gribouillis, c'est bien ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Alors, ça fait référence peut-être à cette idée de ne pas planifier et puis, encore une fois, de s'emparer de matériaux relativement simples, peut-être? Oui, alors l'idée des matériaux, d'être aussi dans le recyclage de matériaux,
de ne pas surajouter, mais d'éléments en fait, de matière, mais de vraiment récupérer et de pouvoir réutiliser l'existant. Alors ici, dans l'exposition, à travers les maquettes, on découvre différentes manières, différentes techniques en fait de construction pour enfin comme ici, donc effectivement ce qu'il intitule les gribouillis, qui sont des éléments qui peuvent faire à la fois office de structure, mais aussi de sculpture, de monuments, d'embellissement pour de bâtiments éventuellement existants. Ces éléments peuvent ensuite servir vraiment d'éléments de base. C'est un exemple, c'est un modèle qu'ils donnent pour qu'on puisse ensuite peut-être imaginer de les recouvrir de telle ou telle manière, de s'abriter dedans ou pas. On a d'autres propositions donc d'architecture à partir d'autres éléments premiers que sont ici donc les tubes qu'ils assemblent, qui peuvent donc aussi toucher assez peu le sol. Ils travaillent aussi les circulations de l'un à l'autre. L'idée étant d'avoir des structures modulaires, puisqu'en fait, ce qui importait avant tout, c'était que l'habitant puisse lui-même penser en fait son habitation. Il était assez opposé à l'idée de l'architecte expert et privilégier l'idée que l'habitant sait ce dont il a besoin. Il doit pouvoir avoir cette liberté, cette flexibilité, cette mobilité dans les éléments qui constituent son habitation pour pouvoir l'adapter à ses besoins. D'accord. Et alors, on continue un petit peu notre visite dans cette première partie d'exposition. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler à nos auditeurs que vous pouvez tout à fait poser vos questions directement donc via le chat. Alors, on reçoit déjà quelques commentaires. Alors, on nous demande justement, est-il connu au-delà des architectes, Yona Friedman? Est-ce qu'il est connu en dehors finalement des architectes? Alors, Yona Friedman est connue évidemment par beaucoup aussi dans le champ des arts visuels et plastiques. Il a énormément exposé dans différents musées à travers le monde entier. Il a également beaucoup enseigné, donc il est connu aussi dans le monde académique. Et il a enseigné voilà, aux États-Unis en particulier. Il a également travaillé pour les Nations Unies. D'accord. Voyagé notamment en Inde. Voilà. D'accord, très bien. Bah, écoutez, je pense que notre follower, en l'occurrence, aura eu sa réponse. Alors, celle-ci, vous vouliez en parler, justement. C'était une sélection sur laquelle vous souhaitiez revenir, donc une maquette. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi elle consiste? Alors, c'est une maquette qui s'inspire donc des Merz structures. C'est un hommage au Merzbau de Kurt Schwitters, donc cet artiste donc associé au mouvement dadaïste et qui qui a conçu en fait son propre mouvement et qui a réalisé sa maison dont il a auto-construit l'intérieur avec tout un assemblage d'éléments qui transforment, un peu comme ici, l'espace environnant. Il utilisait pour cela des matériaux recyclés, récupérés, et donc voilà, ça inscrit aussi ce travail-là dans une généalogie artistique. Voilà. Et alors, on peut continuer justement dans cette même idée. Alors là, il s'agit désormais plus de maquettes, mais de dessin. Le dessin, c'est aussi une grande partie de l'œuvre de Yona Friedman. Et les dessins en mouvement, puisqu'il s'agit d'un diaporama en l'occurrence. Oui, alors Yona Friedman a beaucoup parlé et communiqué et transmis ses idées, ses observations sur le fonctionnement des sociétés humaines, la manière dont ils interagissent, et dont ils interagissent aussi avec le règne animal et les chiens en particulier. Il a beaucoup écrit dessus. Et donc ces dessins, qui sont donc des sortes de bandes dessinées, qu'il appelait des manuels, sont une manière très directe de pouvoir partager toutes ces
analyses et sous la forme d'un diaporama. Ici, ça représente donc des dessins qui datent de 1970 à 2011 sur l'architecture, l'urbanisme et les structures sociales. Et le dessin, justement, on y reviendra un petit peu plus tard avec ces pictogrammes qui font partie d'une autre partie justement de l'exposition qu'on avait à cœur de vous montrer. Mais avant ça, peut-être qu'on peut revenir dans cette partie de l'exposition, encore une fois, sur la ville spatiale, ce grand concept qu'il a développé dans nombreux de ses écrits. Et là, on le voit en maquette. Alors, je le rappelle pour nos auditeurs, on ne pourra pas vous montrer toute cette partie de l'exposition, mais évidemment, l'idée, c'est que vous puissiez venir au FRAC, puisque cette exposition, elle est présentée jusqu'au 2 janvier, on le rappelle. Donc, n'hésitez pas à venir au FRAC Grand Large, il est ouvert. Et nous, notre idée, c'était justement de vous montrer un petit aperçu, donc ici, de ce concept de ville spatiale. Encore une fois, on a l'impression que c'est une ville sur pilotis. Comment vous le diriez dans vos mots? Alors, peut-être c'est l'occasion de revenir un peu sur la biographie de Yona Friedman, qui donc a subi en fait la guerre, a été réfugiée, est partie d'Europe vivre dans un kibbutz en Israël. Et s'est beaucoup intéressé donc à la question de l'architecture et puis de l'architecture de survie sur laquelle il a beaucoup écrit. Et dans un de ses livres qui s'intitule L'architecture mobile, auquel fait référence le titre de l'exposition ici. Bien sûr. Il a beaucoup décrit en fait son concept de ville spatiale, qui consiste à créer en fait une ville en hauteur. On peut voir aussi ici. Alors il y a quelques maquettes qui représentent ce concept sous différentes formes. Oui, ici il y a un pont et puis un peu plus loin des tours. Et l'idée étant de garder en fait, de ne pas détruire, mais de conserver l'existant d'un environnement, d'une ville, de réfléchir de manière à s'adapter à la démographie, de s'adapter aussi aux besoins en nourriture, donc de manière à pouvoir aussi faire pousser, faire de l'agriculture dans la ville, penser aussi la possibilité de tous les canaux, tous les réseaux, enfin de pouvoir associer à la fois les besoins vitaux, les besoins sociaux et les besoins aussi de travail. Voilà, tout ça étant réalisé sur donc dans des constructions qui sont sur étage et qui permettent d'avoir cette modularité, cette mobilité, donc qui renvoie à cette idée de l'habitant qu'il puisse, à travers donc des modules, décider d'adapter, puisque les familles grandissent, ou se modifient, enfin les besoins changent. La vie n'est jamais figée, elle est implanifiable. Et en fonction de ce constat-là, il a imaginé donc cette ville spatiale et cette possibilité d'adaptation permanente. Alors à côté justement de ces concepts très concrets, Yona Friedman a aussi eu tout un travail autour de la mythologie, un côté peut-être plus artistique, peut-être plus abstrait. Et justement, on se dirige vers une deuxième partie de cette exposition consacrée à Yona Friedman, cette fois-ci dans un espace, un vaste espace, où est représentée justement une licorne Eiffel. Alors on va la découvrir, nos téléspectateurs vont la découvrir, mais avant qu'ils ne la découvrent, pourquoi cette licorne Eiffel? Alors, c'est pas la licorne Eiffel, mais elle s'inspire effectivement de la licorne Eiffel qui, une représentation de cette licorne. A été conçue la première fois en fait à Vassivière, dans le parc qui entoure ce centre d'art, puisqu'il a réalisé le dessin ici présent, mais à l'échelle de la Tour Eiffel. Donc ici, on l'a adapté à l'architecture de la halle AP2 où l'on se trouve. Et ce qui était important pour cette exposition consacrée à Yona Friedman, c'était de montrer la grande diversité des langages qu'il utilise et aussi un langage très plastique et pictural. Celui de la licorne rejoint tout un bestiaire qu'il a pu réaliser, qui mêle des formes
mi-animale, mi-humaine, et qui renvoie donc à des, comment dire, peut-être l'art pariétal ou des cultures indo-américaines. Et donc, on a ici un renvoi à quelque chose de plus, voilà, peut-être mythologique, et donc un temps qui est différent en fait. Yona Friedman était un observateur vraiment très attentif du fonctionnement de la société, de ses contemporains. Il avait une vraie vision, une vision pour l'avenir, vraiment, voilà, anticipant beaucoup de choses que nous vivons aujourd'hui. Ces besoins de modularité, d'adaptabilité dans les espaces, les habitations, on le ressent aujourd'hui peut-être d'autant plus. Oui. Et donc, enfin, il faut savoir que Yona Friedman, c'est intéressant de savoir aussi comment il créait, où il créait. Il avait cet atelier à Paris, boulevard Garibaldi, où il était entouré de toutes ces figures, de beaucoup de dessins de ces chimères, de ces licornes. Et ça renvoie vraiment à un temps qui est un temps autre, qui est un temps intemporel, peut-être cyclique, et qui fait complètement partie de sa personnalité, de ce qu'il souhaitait aussi transmettre, c'est-à-dire du rêve et de l'imaginaire. Et alors là, on est aussi, on est à une autre échelle finalement, puisque comme vous le disiez, cette œuvre avait pour vocation, donc l'œuvre originelle faisait la taille finalement de la Tour Eiffel. Et là, on est aussi dans un bâtiment assez monumental qui finalement fait toujours partie du FRAC Grand Large. Est-ce qu'on peut en discuter justement de ce bâtiment où très certainement à une époque on construisait ou on restaurait des bateaux peut-être? Oui, alors en fait, on est ici dans l'atelier qui abritait, enfin qui faisait partie des anciens chantiers navals de Dunkerque. Et donc ici, on construisait des préfabriqués, des bouts de navires. Quand on a décidé d'installer le FRAC ici, ce sont les architectes Lacaton et Vassal qui ont été choisis, oui, et qui ont proposé non pas d'investir le bâtiment en tant que tel comme on leur avait proposé, mais de réaliser un double, un jumeau juste à côté. Et voilà, donc et donc le double finalement qui se trouve juste là. voilà. En fait, c'est pas un hasard si aujourd'hui on fait une exposition sur Yona Friedman, c'est qu'il y a aussi des liens très très forts entre ces architectes Anna Caton et Jean-Philippe Vassal, oui, qui ont vraiment une très grande proximité d'esprit et qui aussi, comme Yona, pense qu'il ne faut pas détruire, mais qu'il faut vraiment révéler l'espace qui est là et puis l'augmenter aussi si possible, en mettant avant tout l'usager, l'habitant au premier plan. Faire donc avec le déjà là, c'est exactement ce qui s'est passé ici, puisque on est donc dans ce bâtiment et c'est cette partie-là du bâtiment qui a été ajoutée par Lacaton et Vassal à cet espace qu'on vient de voir, c'est bien ça? Complètement. Ouais. D'accord. Ils sont partis d'un plan libre pour répondre ensuite aux besoins d'un fonds régional d'art contemporain. Donc un bâtiment qui est à la fois un espace de musée, oui, et puis en même temps toute une moitié du bâtiment qui abrite toutes nos réserves, près de 2000 œuvres d'art et de design. Et alors justement, notre dernière partie de visite se déroulera justement tout en haut de ce bâtiment, ce vaste bâtiment donc, qui se déploie sur 6 étages, si je dis pas de bêtises. On va aller voir la vue tout en haut, on prend l'ascenseur, on teste au niveau du réseau. Donc s'il y a une petite coupure, n'hésitez pas à rester avec nous, justement, restez avec nous et on essaye au maximum, on essaye de faire au plus vite. On va vous montrer la vue de tout en haut. Et alors, donc là, on monte au 6e étage où se déroule la 3e partie finalement de l'exposition. Alors, au 5e étage. Au 5e étage, pardon. Qu'on appelle le belvédère. En fait, le bâtiment du FRAC est constitué d'une double tour, donc qui reprend le profil à l'identique de la A à la P2. Oui. Et le belvédère, c'est un espace en plus, en fait. Vous verrez, on se trouve dans un espace qui n'est pas un espace climatisé.
qui est en quelque sorte le toit de nos espaces d'exposition. Et alors, on a Caro Doudou qui nous dit espace impressionnant et vue très impressionnante. Donc, on vous présente ici avec justement cette passerelle aussi qui nous mène donc depuis Malo-les-Bains, c'est bien ça, jusqu'ici, Oui. directement. C'est effectivement le choix d'avoir ainsi créé ce bâtiment, d'avoir pu profiter aussi de la transparence. On a une vision, vous le verrez, presque à 360 degrés sur l'ensemble du paysage. Un paysage voilà, très inspirant. Et on a cette passerelle-là qui traverse le bâtiment en son milieu. D'accord. Et qui relie donc le passé et le présent, qui relie ces deux bâtiments. Et justement, donc le frac Grand Large qu'on peut voir depuis la page. Donc, encore une fois, on le redit, mais l'exposition est ouverte jusqu'au 2 janvier. Donc, n'hésitez pas à passer par le frac si vous passez à Dunkerque. Et nous, on continue notre dernière partie de la visite. Alors ici, donc on a justement Caro Doudou qui nous disait scénographie impressionnante, qui nous a également dit espace impressionnant. Et alors là, on va découvrir encore une autre partie de l'exposition. Peut-être avant d'arriver donc au Belvédère, découvrir les pictogrammes, vous parlez en fait de l'exposition mobile et de son itinérance. Cette exposition a été conçue en collaboration avec Lucie Hofbauer du Quadrilatère à Beauvais et puis également Sylvie Boulanger du CNEAI. Et puis c'est une collaboration avec différents lieux dans toute la région, puisque le Fonds régional d'art contemporain a cette mission de présenter ses œuvres d'art un peu partout dans les Hauts-de-France. C'est une exposition aussi qui a été conçue en étroite collaboration avec le Fonds Denise et Yona Friedman, et puis Marianne Polonsky-Friedman en particulier, qui a permis justement qu'on travaille vraiment dans cet esprit et puis qu'on puisse réaliser ces peintures au sol à nouveau, qu'on puisse s'approprier, mais tout en respectant vraiment et en étant dans l'esprit de l'artiste architecte homme qui était Yona Friedman. Et alors justement, on a eu un commentaire du compte de Yona Friedman, qui est donc celui de son fonds de dotation Denise et Yona Friedman, qui nous expliquait, donc finalement c'est la fille de Yona Friedman qui est en ligne avec nous et qui nous suit ce soir. On la salue bien évidemment. Et alors ici, on arrive dans notre dernier espace d'exposition. Alors ça peut paraître un petit peu surprenant. Alors ici, on est dans la seconde pont, c'est bien ça? C'est ça, en fait, on est entre bâtiment. le bâtiment, là, sous nos pieds, vous avez les espaces d'exposition climatisés, et puis au-dessus de nous, vous avez des ballons d'air qui font cette isolation, en fait, et qui nous protègent comme ça des intempéries. Donc on est sur un espace qui n'était pas programmé au départ. Ce n'est pas un espace d'exposition, ce n'est pas un espace de médiation, ni de conservation. C'est un espace où les gens viennent, admirent le paysage, le lisent et l'interprètent. Et donc cette notion d'interprétation, de compréhension, de partage, de transmission, je trouvais que l'œuvre des pictogrammes de Yona Friedman était tout à fait adaptée. En plus de cela, on a une approche très physique en fait. On rentre dans chaque image, à chaque mot correspond une image. Ce travail-là en fait est né dans les années 70, justement quand il faisait tous ses voyages pour le compte des Nations Unies et qu'il allait présenter et échanger, en fait, découvrir des techniques vernaculaires locales et puis échanger aussi sur ses idées, plus que ses idées, sur ses trouvailles et sur ses concepts de construction tout à fait utiles dans différents contextes. Voilà. Et ces rencontres-là dans différents pays, on lui en fait prendre conscience de la nécessité à un moment de pouvoir échanger directement. Et quand on ne partage pas la même langue, on partage ici des dessins. Voilà, et toujours dans cette idée de transmission, justement, ces pictogrammes, on les voit ici, sont écrits en français, mais ils ont été traduits dans toutes les langues. Alors évidemment, simplement le mot qu'ils représentent est écrit en français. Puis comme vous le disiez, les dessins sont compréhensibles par tout le monde, peu importe oui, la langue. alors Yona Friedman écrivait indifféremment en français, en anglais. Voilà, il enseignait beaucoup en anglais et parlait plusieurs langues. Donc voilà, ici l'agencement de ces pictogrammes en fait suit un ordre. C'est le dictionnaire
C'est-à-dire qu'en fait, il y a des termes qui sont des notions qui sont très importantes. Donc, en fait, ça nous permettait aussi de partager tout un champ lexical qui nous permet, voilà, de découvrir aussi d'une autre manière l'univers et la pensée de Yona Friedman. Donc, on a ici communiqué, environnement, groupe, improvisé. La pensée de Yona Friedman autour de l'architecture et de l'urbanisme était fortement liée aussi à une certaine compréhension des sociétés humaines, de leur regroupement, de la politique en fait, la possibilité manière de vivre ensemble finalement. Oui, de comment négocier, comment discuter, comment se regrouper et pouvoir affirmer aussi ses propres désirs. Voilà, trouver ensuite une forme de liberté. Ce qui m'amène aussi à ce regroupement de pictogrammes ici, libre d'eux. Yona Friedman disait qu'on ne pouvait pas reproduire, dessiner la liberté, puisque la liberté n'existe pas. En revanche, on pouvait tout à fait proposer, trouver des dessins, des pictogrammes qui sont spécifiquement libres d'eux. Libre de faire telle ou telle chose, libre de penser telle ou telle chose. Et donc, voilà, c'est voilà, une belle histoire que j'aime raconter. Ça a été sa manière finalement de représenter la liberté, en effet assez difficile à représenter. Alors un dernier mot peut-être, Yona Friedman donc, a enseigné beaucoup aux États-Unis, il était hongrois, mais il a quand même décidé il a passé toute sa vie en France et il a été naturalisé français. Finalement, son lien à la France, quel est-il ? C'est un homme du monde, Yona Friedman. Alors il est arrivé à la fin des années 50, il a été notamment en lien avec Jean Prouvé. Il a fondé ici un groupe d'études sur l'architecture mobile à partir de 1958. Donc il a voilà, eu des échanges intellectuels et vivait en France, mais c'est un homme qui a énormément voyagé et c'est vrai que son travail a été beaucoup reconnu aux États-Unis avant d'être vraiment porté en France. Alors justement, on nous parle de langage universel. C'était ça finalement l'ambition de Yona Friedman ? Oui, tout à fait. Ouais. D'atteindre un langage universel. Écoutez, merci beaucoup pour cette visite. Notre visite justement touche à sa fin. Alors on a réussi à voir une grande partie de l'exposition. Encore une fois, on vous invite à vous rendre au FRAC Grand Large puisqu'il est ouvert. L'exposition est ouverte jusqu'au 2 janvier. Alors avant de vous quitter, je voulais quand même vous rappeler que cette exposition, donc, elle sera présentée à Idem plus Art à Maubeuge à compter du 24 septembre, puis au Quadrilatère à Beauvais à partir de février prochain. Et enfin, elle terminera au FRAC Picardie à Amiens pour une présentation jusqu'en 2022. Je tenais également à remercier toutes les personnes qui ont participé à ce live et qui ont permis la mise en place de ce live. Merci à vous, Keren Letton, évidemment, pour cette visite et puis toutes les explications qui allaient avec. Merci également aux équipes du FRAC Grand Large Hauts-de-France, en l'occurrence à Coralie Desmurs, à Caroline Douot ainsi que Joséphine Renard pour l'Agence des Arts. Un grand merci aux équipes de Théma Prod qui ont assuré la retransmission de l'émission, Thomas Blancard et Clémence Roquebert à la caméra, ainsi que Marine Bourges aux commentaires. Un très grand merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt et salut!